先客か。うっとうしいな。僕が作ったという使いたい。実験は海よりも森などがある方が。王国。じゃあ行くぜ野郎ども。上陸だ。あの日のリリーのミスがなければ。じゃあ Dans l'océan sans rive où convergent toutes les légendes de One Piece, dérive une silhouette plus noire que la houle nocturne, dont le nom rappelle les abysses et un serment oublié, achevé l'œuvre de Rox en abattant le dieu caché. Cette silhouette, c'est Marshall D. Teach. L'un des antagonistes du plus grand manga de notre temps incarne le négatif de son héros. Un homme dont le rêve de couronne est aussi vaste que la mer entière, décidé à porter le coup final que son prédécesseur n'a jamais réussi à asséner. Pourtant, bien loin des seigneurs ténébreux qui imposent d'emblée leur charisme, il se présente dans une silhouette trop large et un rire trop gras, presque risible à première vue. Mais ne vous laissez pas bercer par cette comédie, car sous la veste bariolée se tapit un esprit d'une précision chirurgicale. Stratège patient, il ourdit depuis 2 décennies le relais d'un gant lancé par Rox au pied d'Imu, attendant que la marée tourne pour frapper. Mais de l'autre côté, se dessine une présence plus silencieuse que l'eau dormante, dont le nom s'étouffe et rappelle un serment d'éternité, protéger un trône qu'aucun mortel n'a jamais profané. Il veille au-delà des routes connues, là où la lueur de l'aube rencontre la nuit séculaire. Cette silhouette, c'est Imu Nerona. L'un des antagonistes du plus grand manga de notre temps incarne l'inversion du héros. Une entité dont l'emprise sur le monde s'étend aussi loin que la mer entière, déterminée à étouffer toute étincelle capable d'annoncer l'aurore. Son règne d'ombre ne se mesure ni en bataille, ni en trésor, mais en siècles de silence imposé. Pourtant, loin des empereurs torniturants qui imposent leur effroi, il n'arbore ni manteau flamboyant, ni rire tonnerre, presque futile à première vue. Mais ne vous laissez pas séduire par ce mutisme, car au cœur de ce calme se niche un esprit d'une exactitude chirurgicale qui façonne et défait depuis des siècles des royaumes depuis la salle du trône. Et alors qu'au crépuscule du récit la marée ultime se lèvera, ces deux forces à la fois si différentes et si similaires se croiseront-elles comme deux courants prêts à engloutir le monde, ou se heurteront-elles pour laisser place à l'antagoniste ultime? Barbe Noire, héritier d'un défi lancé sous les étoiles, abattra-t-il vraiment le dieu secret? Ou est-ce que la main d'Imu étouffera-t-elle son rire avant? Au fil de cette traversée, nous scruterons les failles de leur volonté, et peut-être verrons-nous, dans l'écume mêlée de leur ambition, surgir la vérité que la mer garde encore enfouie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. Si Rox a menacé Imu en jurant de revenir le tuer, et si l'on pressent que Barbe Noire le surpassera en repoussant les limites que son prédécesseur n'a jamais franchies, n'est-ce pas le signe que son véritable destin est d'achever l'œuvre entamée et de porter lui-même le coup fatal à Dieu? Ces déclarations enflammées sur les pirates de Barbe Noire et leur future domination mondiale révèlent-elles d'un simple fantasme? Ou Oda dévoilait déjà la trajectoire de son récit, celui d'un épilogue où l'affrontement décisif n'opposera plus Luffy à Imu, mais deux capitaines aux volontés anthétiques avec l'un porteur de l'aube et l'autre prêt à précipiter le monde dans des ténèbres plus profondes encore que celles instaurées par Imu. La clé réside dans le cycle de One Piece, ce motif qu'Oda tisse inlassablement d'arc en arc, où Luffy terrasse tour à tour pirate et faux dieu. La manière dont ces deux lignes narratives se croisent puis se rejoignent annonce l'inéluctable collision des figures ultimes, le pirate absolu et le dieu imposteur. Reste donc à savoir lequel de ces deux monstres Oda placera en dernier obstacle. Un choix capital qui révélera le cœur même du message qu'il distille depuis le premier chapitre. Pour saisir l'affrontement symbolique qui finira par opposer Barbe Noire à Imu, il faut d'abord comprendre le cycle de One Piece, pierre angulaire de tous les messages de l'œuvre. Lorsqu'une force guidée par l'égoïsme accapare le pouvoir, elle bascule inévitablement dans l'autoritarisme. C'est l'image même des dragons célestes et de leur gouvernement mondial, dont le joug oblige les peuples à une obéissance totale.
les écrasant sans relâche jusqu'à pousser certains à se détacher de l'ordre établi afin d'agir à leur guise, ce qui fait d'eux des pirates. Mais ces pirates ne sont pas forcément bons, car liberté ne veut pas dire vertu. Livrés à eux-mêmes, ces pirates deviennent souvent des prédateurs cupides qui dépouillent les innocents et fournissent au régime en place le prétexte parfait pour maintenir son emprise au nom de la protection des faibles. Ainsi, la mécanique s'entretient. Le gouvernement mondial contrôle fermement, ce contrôle engendre des rébellions et le chaos justifie le contrôle, et ainsi de suite. Et lorsque l'un de ces rebelles acquiert assez de puissance pour renverser le tyran affaibli, il endosse à son tour l'autorité, fonde une nouvelle dictature et relance l'engrenage. C'est ce cycle de la tyrannie que One Piece expose sans cesse. L'oppression des dragons célestes engendre des pirates malveillants, ceux-ci conquièrent des territoires et se muent en despotes, le mal oppresseur enfante le mal rebelle, lequel, sitôt en position de force, redevient le mal oppresseur. Pirates et dragons célestes sont en réalité interchangeables. L'un et l'autre peuvent troquer leur rôle dès qu'ils accèdent au pouvoir. Si Rox avait détrôné Imu, il serait passé de rebelle terroriste à souverain du monde, relançant ainsi le cycle, mais cette fois sous sa bannière. C'est la même mécanique qu'Imu a sûrement mis en œuvre durant la guerre du siècle oublié, menant sa faction pour renverser l'ancien royaume et devenir dieu. La seule façon de briser ce cycle est qu'un acteur indépendant, non égoïste et non avide de pouvoir renverse l'autorité. Or, ces justiciers sont rarissimes. Luffy, Dragon ou Roger sont des exceptions. Le monde est dans un tel état que le pirate moyen ressemble davantage à Barbe Noire, Kaido ou Big Mom, une personne assoiffée de pouvoir et égoïste, bref, de véritables ordures. C'est pourquoi Oda illustre Luffy affrontant toujours deux familles de méchants. D'un côté, les despotes déjà installés comme Arlong, Ener ou Doflamingo, de l'autre, les pirates manœuvriers comme Kuro, Don Krieg ou Crocodile. Avec le temps, Oda nous montre que la nature profonde des tyrans et celle des pirates ambitieux sont identiques, ne variant que selon leur succès. Crocodile, simple pirate, aurait fondé son propre empire à Alabasta s'il avait réussi. Arlong, simple pirate à la base, s'est proclamé seigneur d'Arlong Park. Kaido, lui aussi pirate, envahit Wano et compte s'en faire le roi légitime. Ener, petit criminel, s'est érigé en dieu de Skypiea. Doflamingo et Wapol, régents déchus devenus pirates, illustrant la futilité des étiquettes et la fragilité du pouvoir. One Piece raconte ainsi Luffy pulvérisant aussi bien ceux qui convoitent le trône que ceux qui le détiennent. Reste désormais à savoir quel sera l'ultime adversaire, le tyran actuel ou le tyran potentiel de demain. À première vue, le règne que pourrait instaurer Barbe Noire serait tout autre que celui d'Imu. L'arc Wano nous en offre un aperçu saisissant. D'un côté, Orochi a transformé le pays en mini-gouvernement mondial, paradis luxueux pour quelques privilégiés et l'enfer de misère et d'esclavage pour le reste. Tandis que Kaido, en pirate conquérant, a balayé Orochi pour imposer sa vision brutale, un monde en proie à l'anarchie et à la violence, où la seule loi est celle du plus fort et où les vaincus servent d'esclaves à ses futures conquêtes. Wano se présente ainsi comme un microcosme de deux tyrannies, celle d'Imu, fausse utopie aussi séduisante que mortifère, à l'instar de Dressrosa sous Doflamingo ou de Skypiea sous Ener, belle en façade mais asservie par un dieu cupide, et celle qu'incarnerait Barbe Noire, un règne sans foi ni loi, entre destruction débridée et chacun pour soi, tandis qu'un unique monarque trône dans son antre. La ruche offre peut-être déjà un avant-goût de cette vision chaotique. Oda ne cherche pas à élire la tyrannie la plus terrible. Le faux paradis d'Imu confère une paix ostensible, mais au prix d'une soumission absolue et des caprices insoutenables des dieux. Alors que sous Barbe Noire, l'homme du peuple serait livré au crime et à la mort dans un océan d'anarchie. Pour autant, aucun de ces deux mondes n'est désirable, chacun présentant ses injustices et sa cruauté. Voyons maintenant les arguments des deux prétendants. Barbe Noire présente un atout majeur pour le final. Il est le plus emblématique des antagonistes de One Piece. Le pirate en prise directe avec Luffy, lui-même héritier de la volonté du Di et de Joy Boy, tandis que Barbe Noire porte la volonté tortueuse de Rox et sûrement celle de Davy Jones. Leur affrontement conjuguera la rancune de Luffy pour Ace, le duel des filiations idéologiques et la quintessence d'une rivalité bâtie depuis le début, bouclant ainsi la boucle d'une histoire de pirates qui se disputent pour le plus grand trésor du monde, qui, en fin de compte, se révèle être le monde lui-même. Désormais, à la lumière du face-à-face entre Rox et Imu, le destin de Barbe Noire s'illumine d'une toute autre aura. Il n'aspire pas simplement à la couronne des pirates, mais porte en lui la grande volonté de Rox, premier à avoir osé défier Dieu et jurer de le renverser. Bien que Rox ait échoué, Barbe Noire reprend ce flambeau avec une détermination décuplée, prêt à franchir les limites que son prédécesseur n'a fait qu'effleurer. Certains vont même jusqu'à penser qu'il dévorera le fruit d'Imu. Le chiffre 3, si cher à son pavillon, évoque un ultime pouvoir.
celui d'un Zoan divin venu parfaire son arsenal déjà composé du Logia et du Paramecia les plus redoutables. Ainsi équipé, il incarnerait à lui seul le tyran parfait, défiant toute forme d'autorité et réclamant le trône du monde. Pour Luffy, il deviendrait alors l'obstacle ultime. Il lui faudrait détrôner ce nouveau souverain pour accomplir son rêve et son objectif. Symboliquement, Barbe Noire résume à lui seul le cycle de One Piece. Né dans la violence et la misère causée par les dragons célestes, il aurait été traqué pour sa filiation avec Rox, tout comme Ace l'a été après la mort de Roger. Ainsi, il bascule à son tour du côté obscur, avant de gagner suffisamment en puissance pour s'ériger en nouveau tyran. C'est un personnage magistralement façonné, miroir parfait du cycle de la tyrannie qu'Oda expose depuis le début et qui offrirait un final à la fois poétique et terriblement satisfaisant. Mais Imu ne démérite pas. Lors de ce face-à-face mythique, même si Rox lance un défi prometteur pour Barbe Noire, c'est Imu qui par sa stature divine impose instantanément sa suprématie car il est littéralement le dieu du monde. Il incarne la menace ultime, l'incarnation même de l'autorité à abattre, et cette transcendance seule suffit à en faire le dernier ennemi. Car au-delà du cycle infernal de la tyrannie que One Piece illustre avec brio, le cœur de l'œuvre bat au rythme de la libération. Luffy, porteur de l'esprit de Nika, dieu de la délivrance, symbolise l'aube appelée à percer 8 siècles de ténèbres. La victoire suprême se jouera lorsqu'il libérera le monde de l'oppression séculaire d'un faux dieu, c'est là l'accomplissement de la volonté du dit, la promesse d'une délivrance totale. Pourtant, si Imu venait au dernier instant à céder son trône à Barbe Noire, et si Luffy devait alors affronter celui-ci, l'impact émotionnel et symbolique serait atténué. Le nouveau tyran aurait exercé son pouvoir que l'espace d'un souffle, privant la libération de toute sa grandeur. Si Doflamingo avait été évincé de Dressrosa juste avant l'arrivée de Luffy, la délivrance aurait perdu de son intensité émotionnelle. Depuis 1000 chapitres, Oda fait des dragons célestes la source originelle de toutes les souffrances. Dohara aux hommes poissons, des esclaves au royaume effacé, en passant par Kuma, Bonnet, Law, Vegapunk ou Hancock. Tout converge inexorablement vers le règne d'Imu. Renverser un mal aussi absolu porterait un poids symbolique inégalable, car aucun autre oppresseur n'a bâti un récit de tyrannie aussi dense. Barbe Noire, malgré sa longévité, n'a pas tissé une histoire d'exploitation et de terreur aussi poussée. Oda a en effet orchestré l'élévation d'Imu avec une minutie redoutable. D'abord désigné comme ennemi implicite incarné par le gouvernement mondial et les dragons célestes, puis révélé comme le mal suprême via sa souveraineté cachée sur les Gorosei qui était jusque-là la plus haute autorité mondiale, l'apparition tardive d'Imu ne fait que confirmer sa place de boss final esquissé dès les premiers arcs. Ses émissaires, les Gorosei, émergent en même temps que l'équipage de Barbe Noire. Preuve que, depuis le début, Oda ourdissait la toile de fond de cette confrontation ultime entre le pirate héritier de Rox et le dieu immuable. Prenons un léger détour hors de One Piece pour examiner, de façon générale, ce qui fait la réussite d'un antagoniste dans la fiction. Ce cadre nous servira de base pour la suite de la vidéo. Un antagoniste marquant agit souvent comme un miroir du protagoniste. En reflétant ses faiblesses ou ses valeurs inversées, il forme avec lui une paire de némésis intrinsèquement liés, à l'image de Dark Vador et Luke, qui partagent le même potentiel mais incarnent chacun un choix moral opposé. C'est la même chose avec le Joker opposé à l'ordre prôné par Batman. Cette symétrie thématique renforce le propos, car le méchant cristallise l'idée centrale que le héros doit surmonter, donnant au dénouement un choc de valeur autant que de force. Certains manuels de scénario soulignent aussi qu'il faut faire monter la tension de façon continue jusqu'au climax. Blake Snyder, dans Save the Cut Strike Back, conseille de rendre le méchant encore plus méchant, pour que chaque obstacle soit plus redoutable que le précédent. Cette escalade peut passer par l'apparition d'un antagoniste encore plus dangereux derrière celui qu'on croyait principal, comme l'arrivée de Kaguya après Madara dans Naruto, ou par un renversement brutal au moment où le plan du héros échoue et où tout semble perdu avant le dénouement. Avoir plusieurs antagonistes permet alors d'étager les conflits. L'auteur peut se faire succéder des ennemis du moins puissants aux plus puissants, ou répartir les rôles entre rival personnel et une menace globale, maintenant assis le suspense et évitant de révéler trop tôt le véritable adversaire. La narratologie rappelle cependant que chaque méchant doit servir un propos précis. Il faut donc clarifier la relation entre deux grands ennemis, qu'ils soient concurrents, alliés ou destinés à s'affronter entre eux, quitte à fusionner leurs intérêts pour créer une entité encore plus menaçante. The Villain Journey note que le parcours d'un antagoniste peut se conclure par la défaite, l'autodestruction ou même une rédemption in extremis. L'un des deux ennemis peut trahir l'autre, changer de camp ou hériter d'une volonté qui malgré lui finit par orienter autrement, ajoutant une couche de surprise et de complexité au climax, tout en respectant le thème récurrent de la transmission des idéaux. À présent que le décor est planté, revenons au cœur du propos.
Oda a créé une bifurcation narrative aussi surprenante que cohérente entre ses antagonistes. Un dilemme dont chaque issue ferait vibrer les messages fondateurs de la série et ouvrirait un éventail de dénouements possibles. Dans cette théorie, l'idée centrale serait qu'un des deux méchants se verrait dépossédé de son rôle d'antagoniste au profit de l'autre par le jeu des événements. L'évolution prendrait alors la forme la plus sombre pour Imu, car Teach volerait son pouvoir, mettrait fin à la lignée des souverains secrets pour s'approprier ses armes antiques, et deviendrait ainsi le tyran à abattre. Pour Luffy, les enjeux se modifieraient en cours de route. Il devrait affronter un ennemi revigoré par la chute de l'autre, et devrait alors stopper un pirate ayant atteint un pouvoir absolu inédit. Ce schéma jouerait fortement sur le thème de la transmission d'héritage, mais du côté obscur. La volonté du mal se transmettrait, illustrant que la soif de domination changerait seulement de visage à travers les âges, obligeant ainsi Luffy à briser la chaîne de haine héritée. Narrativement, éliminer un méchant par un autre constituerait un coup de théâtre relançant l'intrigue au moment où l'issue semblerait se dessiner. L'avantage serait de resserrer le climax sur un seul antagoniste final, plus menaçant car il absorberait le pouvoir de l'autre, évitant ainsi un affrontement à trois qui serait confus. Dans le cas contraire, le principal danger résiderait dans la frustration du public. Si par exemple Barbe Noire, ennemi iconique depuis Jaya, était écarté sans duel satisfaisant contre Luffy, la promesse narrative paraîtrait alors trahie. Et dans cette situation, l'argument vu plutôt selon lequel voir Imu céder son trône à la dernière minute atténuerait l'impact émotionnel se verrait contesté. Car Barbe Noire n'est pas un nouveau tyran apparu au dernier souffle, mais un oppresseur tissé dès les débuts, ayant évolué en miroir de Luffy. Là où Luffy surpasserait Roger et Joy Boy, Teach, dans la même continuité, dépasserait Xebec et Imu, donnant ainsi tout son poids symbolique à cet affrontement final. Pour conclure, si Oda faisait de Barbe Noire celui qui renverse Imu et hérite de son pouvoir, la cohérence thématique resterait intacte. One Piece parlerait toujours de liberté, d'héritage de la volonté et de chute des tyrannies. Luffy aurait alors l'occasion d'accomplir pleinement son rêve en libérant le monde, non pas d'un tyran de dernière minute, mais d'un adversaire enraciné depuis Jaya qui aurait grandi en parallèle de lui. Le climax n'en serait pas amoindri, car concentrer la face sur un unique antagoniste final, gonflé par l'aura et la puissance absorbée de l'autre, offrirait surprise, intensité dramatique et satisfaction, à condition de doser la montée en puissance sans trahir la promesse du duel attendu. Ainsi, quelle que soit la forme précise de cette confrontation, l'enjeu resterait le même. Briser le cycle, faire triompher l'aube et prouver que la liberté demeure l'horizon absolu face au visage du mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Un grand merci à tous ceux qui le feront, et salut!